Hop. Et je vais partager mon écran. Ah, je vais devoir couper ton partage d'écran, Marius. Pas de souci. Alors, bienvenue à tous dans le webinaire sur la Colombie animé par Marius et Emeline. Alors voilà, ça fait longtemps, donc j'ai un petit souci technique, mais ça va revenir. Hop, voilà, j'arrête de partager mon écran. Je vais vous laisser, Marius et Emeline, partager le vôtre. Je vous souhaite Yes. tous un excellent webinaire. Profitez bien. Je vous rappelle la règle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le petit chat qui se trouve sur votre droite. Marius et Emeline y répondront à la fin et on animera un jeu de questions et réponses. Si vous avez des problèmes techniques, vous mettez aussi un petit mot et je regarderai et j'essaierai de vous répondre et de résoudre le problème avec vous. Voilà. Bon webinaire à tous. Emeline et Marius, à vous la parole. Merci beaucoup Thomas. Alors, bienvenue à tous. Merci d'être venus à ce webinaire. Donc, je présente Emeline, je suis Marius. Ça nous fait bien plaisir après aussi longtemps de pouvoir échanger un petit peu avec vous et d'avoir l'occasion de parler un peu de la Colombie. Alors, déjà pour commencer, je voulais vous donner quelques infos donc, sur Terra Colombia, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Alors, je ne sais pas si vous voyez le haut. Attendez, petite seconde. Voilà, ce sera beaucoup mieux. Donc, Terra Colombia, qui sommes-nous? Donc, ça fait une douzaine d'années qu'on est installé en Colombie. On est donc une agence réceptive locale, spécialisée donc dans les voyages privatifs et sur mesure. C'est vrai que nous, le cœur de notre activité, c'est vraiment de faire des voyages dans les moindres détails qui s'adaptent aux envies de nos voyageurs. On est une équipe locale dans le sens où 100% de l'équipe est vraiment installée ici à Medellín. On a une personne qui est installée à Pereira, on est vraiment ici en Colombie. On travaille donc avec une clientèle francophone, anglophone et hispanophone. Et alors, qui sommes-nous concrètement? Donc, je vous présente Emeline, qui est notre super conceptrice voyage. On a Carolina et Laura, qui sont les colombiennes de l'équipe, qui sont au département comptabilité. Et on vient d'accueillir depuis un mois Fabien et Océane, qui sont nos tout nouveaux intégrants et qui ont rejoint l'équipe cette année pour tout simplement pour la reprise commerciale et de l'activité. Je suis moi-même Marius, donc le gérant de l'agence depuis un an et demi. Donc voilà, un petit mot sur la Colombie. Juste rapidement, même si on y reviendra plus tard, évidemment, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. Globalement, la Colombie aujourd'hui et depuis un bon 8-10 mois est totalement ouverte pour les voyageurs. C'est facile de voyager dans tout le pays, il n'y a pas de restriction d'une région à l'autre. Voilà, on verra tout le détail à la fin de la présentation si vous le souhaitez. En attendant, voilà, on voulait faire cette petite présentation aussi parce que la Colombie est tout à fait ouverte aux voyageurs. Maintenant, je vais laisser Emeline vous parler un petit peu plus en détail du pays et de sa géographie. Bonjour à tous. Donc, on va commencer par une présentation un peu générale et rapide de la Colombie pour ceux qui connaissent un peu moins. Donc, la Colombie, comme vous le voyez, est un très grand pays divisé en plusieurs régions. Je vais utiliser la souris pour que vous voyez mieux. Donc, on a tout d'abord la côte Caraïbe qui est ici, donc avec les villes principales qui sont Carthagène, Barranquilla et Santa Marta qui est par ici. Donc, une des régions les plus touristiques du pays. On a les deux villes principales de Colombie qui sont donc Bogota, la capitale, là où les vols internationaux, la plupart des vols internationaux arrivent, et Medellín, Cali, la troisième ville. On a ensuite toute la région des Andes avec notamment les villages de Villa de Leyva et Barichara. La côte pacifique, notamment connue à la saison des baleines, pour l'observation des baleines. Ici, à l'extrême sud du pays, on a Leticia, la ville de Leticia. Donc, c'est la partie Amazonie entre la frontière avec le Pérou et le Brésil.
Par ici, on a la région des Llanos, plus pour les voyageurs intéressés par les safaris, l'observation des animaux. Et on a la fameuse région du café qui est par ici, aux alentours de Pereira, qui est aussi une région magnifique et particulièrement connue et touristique. Alors, la Colombie est un grand pays, donc on se déplace d'une région à une autre principalement par vol domestique. Donc, les vols sont relativement courts, entre 45 minutes et 1h30 grand maximum pour se déplacer d'un point à un autre. Il y a 2 régions, notamment où on se déplace par voie terrestre. Donc, c'est la région des Andes ici, pour aller dans les villages que je viens de citer, de Villa de Leyva et Barichara, soit en montant depuis Bogota, soit en descendant depuis Bucaramanga. Et dans la région du sud, ici, notamment pour les voyageurs passionnés d'archéologie, par exemple, donc entre Popayan, San Agustín et Tiradentro, qui sont dans cette région-là. C'est une région aussi où on se déplace en transport terrestre. Voilà, alors sur le programme concret de notre webinaire, ce que vous voulez vous présenter aujourd'hui, plutôt qu'une formation un peu classique sur la Colombie, c'était vraiment faire un focus sur quelques expériences très ciblées et assez diversifiées qui s'adressent à différents types de clients, différents âges, pour des gens qui recherchent des expériences tout à fait différentes, mais qui ont cela en commun que c'est des expériences qu'on peut vivre seulement en Colombie et nulle part ailleurs, qui sont vraiment typiques de notre pays et que vous trouverez très difficilement ailleurs. Donc voilà, ça c'est quelque chose pour mettre un peu en avant tout simplement ce qu'il y a de très spécial. Vous verrez que c'est extrêmement diversifié d'une région à l'autre, d'une expérience à l'autre, puisque la Colombie tout simplement est un pays très complet. Et si vous souhaitez une formation un peu plus générale du pays, donc voilà, les différentes régions, les différentes manières de les proposer, qui sont un peu plus du coup sur le pays en lui-même. Évidemment, il n'y a aucun souci, on sera ravis de vous faire des formations sur demande, donc vraiment sur le pays en lui-même. Mais là, on voulait juste vous emmener dans quelques coins spécifiques et on va commencer par une région dans les montagnes avec le canyon de Chicamocha. Donc, la première expérience dont on veut vous parler, c'est dans la région andine. C'est un saut en parapente dans le canyon du Chicamocha, qui est le deuxième canyon le plus grand et le plus profond du monde. Pour l'avoir fait moi-même il y a 2 ans, je peux vous assurer que c'est une expérience absolument incroyable de sauter en parapente dans cette immensité avec une vue magnifique sur le fleuve, sur l'immensité du canyon. Alors, pour y accéder, comment ça se passe? En général, les voyageurs dorment à Barichara, donc dans le petit village de Barichara, qui a été d'ailleurs élu plus beau village de Colombie il y a 2 ou 3 ans. Depuis Barichara, il y a environ 1h30, 1h45 de route, donc pour arriver à l'endroit où vous pouvce sauter dans le canyon. Pour ceux qui auraient un peu peur du saut dans le vide, sachez que c'est avec les courants présents à cet endroit-là, les courants font monter directement, donc il n'y a pas de saut dans le vide, si ça peut être un petit frein pour certaines personnes. Voilà, c'est une région magnifique, donc, comme je vous disais, Barichara, qui est un petit village très beau aux alentours, où on a notamment des expériences pour découvrir l'artisanat local, pour faire des marches dans la région, mais cette expérience en particulier, le saut en parapente dans le canyon, est absolument incroyable. Ensuite, toujours dans la même région et aux alentours du canyon, on vous propose de dormir suspendu au-dessus du vide, donc dans un hôtel qui s'appelle Refugio de la Roca, qui est un hôtel particulièrement original parce que, comme vous pouvez le voir sur les photos, chaque chambre déjà est individuelle, il n'y a pas de bâtiment principal et vous avez une vue absolument incroyable sur le canyon. Chaque chambre est vraiment différente, mais on peut voir par exemple sur la photo du milieu que les murs en fait sont vitrés, donc vous avez vraiment une ambiance très particulière. Vous avez des filets, vous pouvez lire un livre, vous reposer en étant suspendu littéralement au milieu du vide. L'avantage aussi de cet endroit très original, c'est qu'il propose pas mal d'activités, par exemple de l'escalade dans le canyon de Chicamocha. Pour les personnes qui sont un peu plus activités relaxantes, il y a par exemple des cours de yoga et vous pouvez aussi, par exemple pour les voyageurs qui ne vont pas aller dans la région du café, dans les alentours à environ une demi-heure, il y a une finca de café vraiment top où vous pouvez aussi faire un tour de café. Donc ça englobe pas mal de choses. Autant vous dormez dans un endroit très original et vous avez des activités top à faire dans les alentours. Alors, là.
Donc, voilà un petit point sur la carte pour que vous voyez où est-ce que ça se situe. Donc, il faut savoir que le Refugio de la Roca, c'est un peu au milieu de nulle part. Donc, pour les gens qui recherchent aussi voilà, d'être loin de la ville, d'être assez isolé. Donc, vous voyez, c'est au sud de Bucaramanga, donc à environ 3 heures de route. Ça ne paraît pas si loin, mais les routes en Colombie sont particulièrement longues. Voilà. Alors, maintenant, on va vous emmener donc, dans une autre région qui est celle des Llanos. Les Llanos, c'est donc la région qu'on avait montrée donc, à l'est de la Colombie. C'est une région extrêmement vaste et qui a aussi la particularité d'être très peu peuplée. Il y a très peu de routes, il n'y a quasiment aucune grande ville. Il y en a une dans un petit coin, donc à l'entrée de la région, et tout le reste est une région absolument gigantesque qui est principalement donc, de la savane. Avec des paysages assez incroyables. Et c'est une région donc, à la fois très peu peuplée, mais qui est aussi très peu connue par le tourisme. Et du coup, il y a en fait très peu de voyageurs qui vont là-bas. C'est pour ça que nous, on aime beaucoup y aller. C'est une région donc, qui est parfaite, d'une part, pour les grands espaces. Il y a vraiment, voilà, on se sent totalement seul au monde. Ça permet une déconnexion absolument complète parce que voilà, le Wi-Fi n'est pas ce qu'il est dans les grandes villes. C'est une destination idéale pour les photographes amateurs confirmés, parce qu'il y a des lumières absolument incroyables, notamment au lever et au coucher du soleil, mais surtout, principalement, c'est une région qui est exceptionnelle pour l'observation des animaux sauvages, tout simplement parce que la région étant voilà, totalement livrée à elle-même, les animaux s'y sentent incroyablement bien. C'est un climat très propice à énormément d'espèces. Donc là, vous voyez par exemple sur les photos pas mal de capybaras, vous avez énormément d'oiseaux, vous avez des crocodiles, vous avez des tapirs, vous avez énormément d'animaux que je ne saurais même pas nommer. Et du coup, voilà, c'est une région qui est absolument géniale pour le côté nature. C'est assez rare comme type de climat et comme type de paysage, le côté savane. En Amérique latine. Et ça s'accompagne localement d'une culture qui est très rurale et qui est très de type cow-boy. Donc c'est un peu surprenant en étant en Amérique latine de passer voilà, tout un safari de plusieurs jours avec des cow-boys colombiens, à faire du cheval avec eux, à voilà, arpenter les plaines. C'est une région qui est très intéressante aussi pour les voyageurs qui voilà, sont intéressés par la nature et les animaux, par exemple, et qui envisagent, par exemple, l'Amazonie. Mais l'Amazonie, vous pouvez y accéder depuis pas mal de pays d'Amérique latine, y compris la Colombie. Et il y a des voyageurs, par exemple, qui connaissent déjà l'Amazonie, l'ont déjà vu à d'autres endroits, et ont envie peut-être de quelque chose d'un peu différent, d'un peu original. Cette région des Llanos est parfaite pour des voyageurs comme ça, parce que évidemment les paysages ne sont pas du tout les mêmes, mais en termes de richesse, de biodiversité, on est sur quelque chose de vraiment incroyable. C'est une région généralement où les safaris, donc, qui sont itinérants, se font environ en 3-5 jours au départ de la ville de Yopal, qui est donc la seule vraie ville de la région. Donc là, on est, voilà, ça c'est l'un des hébergements de la région, mais qui est extrêmement vaste et voilà, qui est principalement naturel. Donc vous avez la ville de Yopal ici, on peut y accéder depuis la route, depuis Bogota, c'est un peu long, mais sinon il y a des vols quotidiens. Et ces safaris sont évidemment tout inclus. C'est un confort un peu sommaire, mais vraiment, on y va, on se laisse porter tout au long de ces différents jours. C'est une expérience assez unique. Je vais maintenant vous emmener dans une autre région qui est un peu plus au sud et qui est la région de Caño Cristales. Alors, Caño Cristales, vous l'avez déjà peut-être vu quelques photos qui paraissent un petit peu surréelles. C'est la rivière aux 5 couleurs, qui est donc une rivière magnifique au milieu d'une végétation assez dense. C'est une région où il fait chaud, avec tout plein de cascades, de bassins, et qui en fait, de juin à novembre, se part de plein de types d'algues que vous voyez sur la photo du haut, par exemple, qui sont de plein de différentes couleurs, et ça donne des paysages absolument surprenants. Donc ça, c'est un type de rivière, effectivement, qui n'est présente qu'à cet endroit-là de Colombie. Ce type d'algue-là est vraiment unique à cette région. C'est donc une région absolument géniale pour, une fois de plus, les amateurs de photographie, parce que vous pouvez faire des photos absolument incroyables à cette saison sur cette rivière, mais aussi les amateurs de nature et de randonnée, parce qu'il y a pas mal d'options de randonnée partout dans la région. Vous pouvez vous baigner dans les différents bassins de la rivière, c'est-à-dire très agréable parce qu'il fait plus de 30 degrés toute l'année. Et c'est aussi une manière de connaître la vraie Colombie. Donc, un peu comme pour les Llanos, vous êtes vraiment dans une région très rurale.
loin des grandes villes, et vous êtes du coup au contact d'une population locale qui n'est pas du tout tant habituée au tourisme que ça. Donc ça donne une authenticité, ça donne des échanges qui sont vraiment très riches et qui font une expérience généralement que les voyageurs adorent absolument. Là, ça se visite plutôt en 3-4 jours. C'est une région qui est uniquement accessible par des vols depuis les grandes villes principales du pays. Voilà, il faut bien rester un minimum de 2 nuits sur place parce que voilà, vous devez arriver sur place, pas quelque chose qui se visite à la journée, c'est vraiment vous y restez plusieurs jours pour profiter de toute la région. Donc voilà pour ces régions un petit peu isolées, hors sentier battu. On va maintenant vous emmener dans une région pour que vous voyez un petit peu où est Cagno Cristales. Donc vous voyez, c'est quand même assez isolé, loin de tout. Et voilà, c'est vraiment, donc vous voyez, toute la région des Llanos, c'était par là. Et là, c'est vraiment ici, donc au sud de Bogota. Maintenant, vous vous emmenez dans une région dont vous avez probablement déjà entendu parler, mais d'une manière un petit peu spéciale. Donc, je vous emmène maintenant dans la région du café. Donc, on évoquait tout à l'heure, les 2 villes principales d'accès sont Pereira et Armenia. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un établissement absolument fantastique, une hacienda qui s'appelle le Bambusa, qui est une hacienda à l'architecture vraiment typique du pays et de la région, comme vous pouvez le voir sur la photo avec une magnifique piscine. Il faut savoir que c'est un très très bel hôtel du type 4-5 étoiles avec donc des chambres magnifiques, un service vraiment aux petits oignons très personnalisé, et c'est surtout un hôtel qui est en plein milieu de nulle part. Donc pour les voyageurs qui aiment ce côté intimiste, privilégié et se sentir vraiment isolé, c'est une option absolument idéale. Pour la petite anecdote, c'est l'hacienda, c'est l'hôtel qui a inspiré le dernier film de Disney, pour ceux qui ont des enfants, qui ont vu le dernier film Encanto, donc qui se passe en Colombie. Les équipes de Disney se sont inspirées de cette hacienda pour recréer la maison de la famille. Voilà. C'était pour la petite anecdote. En termes d'accès, donc on y accède depuis l'aéroport d'Armenia en 45 minutes, ou depuis l'aéroport de Pereira en 2 heures, et pour atteindre Salento, donc qui est un peu le petit village typique principal de la région, c'est environ 1h30. Donc voilà, c'est un peu de route pour rejoindre les différents points d'intérêt, disons, de la région, mais ça vaut vraiment le coup. L'hôtel propose notamment pas mal d'activités sur place, un tour de café, un tour de cacao, des cours de cuisine très, très poussés, et notamment parmi ces activités, une activité originale et exclusive qui est, comme vous pouvez le voir sur la photo de droite, un tour en montgolfière. Donc une expérience absolument fantastique parce que vous avez une montgolfière privatisée rien que pour vous ou votre famille ou voilà, ceux avec qui vous voyagez. Donc une montgolfière rien que pour vous, et vous survolez les champs de café et cette région qui est vraiment magnifique, très verte, très vallonnée, montagneuse. Donc c'est vraiment une expérience hors du commun. Alors. Pour vous montrer sur la carte, donc pour vous montrer à quel point c'est isolé et retiré. Voilà. Donc vous avez Armenia qui est juste un peu plus au nord. Si vous remontez encore, on a donc Salento et Finlandia qui sont 2 petits villages typiques, très colorés, vraiment typiques de la région. Et encore un peu plus au nord, on a la ville de Pereira, donc, pour accéder à l'aéroport. Alors, je vous emmène maintenant danser la salsa à Carthagène, donc sur la côte colombienne, dans la chaleureuse Carthagène, parce qu'il fait très chaud à Carthagène. Donc là, ce qu'on propose à vos voyageurs, c'est de prendre un cours de salsa privé, donc avec un ou une professeure colombienne de la région qui danse depuis des années. Donc vous avez un cours qui dure environ 1 heure. L'avantage que ce soit privatisé et personnalisé, c'est que vous avancez quand même beaucoup plus rapidement que dans les cours en groupe. Et l'avantage, c'est qu'après, on vous propose de partir faire un petit peu la tournée des bars, disons, mais sous forme de danse. Donc, vous allez pendant la soirée dans 3-4 bars différents, typiques de la ville, et vous pouvez mettre en pratique les pas de salsa que vous avez appris pendant votre cours. Et les Colombiens étant un peuple très chaleureux, très ouvert, ils n'auront aucun problème et ils seront très heureux de vous inviter à danser et de partager un moment voilà, vraiment authentique avec eux. Donc, ça s'adresse
aux voyageurs qui aiment danser, qui aimeraient s'impliquer dans la culture, aller à la rencontre des Colombiens et passer une soirée vraiment 100% colombienne. Voilà, donc Carthagène, pour situer un peu sur la carte, c'est tout au nord du pays. Voilà. Ok. Donc alors, on va rester sur la côte Caraïbe, mais aller un petit peu plus au nord, dans la région de la Sierra Nevada, qui est donc un massif montagneux côtier, donc qui se jette directement dans la mer. C'est une région très particulière. Alors, c'est une région qui déjà est très belle, parce que vous avez ce massif montagneux avec des neiges éternelles au sommet, qui ensuite, en descendant, est couvert de jungle, puisque c'est les Caraïbes, donc il fait 30-35 degrés toute l'année, et qui se jette dans la mer des Caraïbes, donc qui donne des paysages absolument géniaux. Mais surtout, la Sierra Nevada est très spéciale parce que c'est le site sacré, et c'est en fait la maison de beaucoup de communautés natives de Colombie, à commencer par les Arhuacos et les Kogi, qui sont donc deux peuples frères avec pas mal de traits culturels similaires, mais avec quand même certaines différences, notamment des langues différentes. Et ces communautés, alors il y a beaucoup de communautés natives un peu partout en Amérique latine, et elles sont toutes fascinantes. Celles-ci sont très spéciales déjà parce qu'elles sont très présentes partout dans la Sierra Nevada et aussi parce que leur mode de vie, leurs croyances, leurs traditions sont vraiment restées intactes quasiment dans les moindres détails depuis plus de 500 ans, donc depuis avant l'arrivée des Européens sur le continent. Donc c'est vraiment un mode de vie qui a été préservé quasiment dans les moindres détails, à la fois dans la vie quotidienne, mais aussi dans la manière de vie, surtout dans les croyances, dans la cosmogonie. Et du coup, ça donne des rencontres absolument sensationnelles. Il faut savoir que nous, donc chez Terra Colombia, évidemment, on est très prudent sur la manière de proposer ces rencontres-là, parce que c'est très facile, évidemment, qu'il y ait des abus ou que ce soit fait de la mauvaise manière. Et on a une vraie préoccupation éthique et du coup, on propose juste quelques expériences très isolées au contact de ces communautés-là. C'est des expériences qui ont toutes été vraiment co-construites avec les communautés elles-mêmes. Les guides pour ces expériences sont des gens de la communauté. Donc voilà, ça se fait vraiment 100% selon leurs termes à eux et pas du tout les nôtres. On propose aussi des rencontres. Il faut savoir que c'est pas des spectacles folkloriques, donc il n'y aura pas de danse avec plumes et compagnie. C'est pas du tout l'idée. C'est vraiment des rencontres. Ce qu'on veut en fait provoquer, ce qu'on propose à nos voyageurs qui sont intéressés, ça ne s'adresse pas du tout à tout le monde, c'est d'avoir un moment d'échange totalement humain, d'égal à égal, où avec un traducteur évidemment, où on a la possibilité de rencontrer une personne qui a un mode de vie, qui a un système de croyances radicalement différent du nôtre, de toutes les manières possibles et imaginables, et d'avoir ce moment-là privilégié d'échange et de partager un moment de sa vie, sa journée, un repas, de discuter, de lui poser les questions qu'on veut, de partager un moment de notre propre vie. C'est quelque chose qui est humainement très, très riche, qui est assez incroyable, qui est assez génial avec les enfants notamment, parce que voilà, évidemment, quand on est à la rencontre de ces communautés, souvent il y a des enfants comme ça, donc d'enfant à enfant, il y a aussi des échanges assez magiques qui se créent et ça donne une expérience humaine au milieu de la jungle de la Sierra Nevada comme ça, qui est totalement unique en son genre et qui nous paraît extrêmement beau. Donc alors, pour situer ce territoire totalement magnifique, si on est là, donc il y a plein de petits villages partout dans la Sierra Nevada. Les Arhuacos sont un peu plus, donc voilà, vous êtes proche de Santa Marta, du parc Tayrona que vous connaissez sans doute, et puis toute la région ici, donc c'est ce massif montagneux qui est là. Donc les Arhuacos sont une communauté qui est plutôt sur la côte, alors que les Kogi est une communauté qui est plutôt dans les hauteurs de la montagne. Donc voilà, je vous emmène maintenant pour quelque chose de très très différent, mais lié pour le côté humain. Medellín, donc qui est notre ville de là où on vous appelle. Medellín, alors qui est une ville très moderne, qui est variée, qui est très vivante, qui est aussi très belle et très agréable parce que c'est la ville qu'on appelle du printemps éternel, parce qu'il y fait 20-25 degrés toute l'année. C'est au milieu des montagnes, donc c'est très beau, mais surtout ce qu'elle a de particulier, cette ville, c'est qu'elle a une histoire contemporaine récente vraiment unique en Amérique latine. C'est vraiment un espèce d'exemple de transformation
sociale impressionnante, parce que tout simplement, comme malheureusement la réputation de la Colombie ne manque pas de le rappeler très régulièrement, évidemment la Colombie a connu un passé très violent, très difficile, et Medellín a été un peu un des points focaux de cette violence il y a 15-20 ans. Et Medellín a connu une transformation absolument incroyable, et ça se voit extrêmement bien dans le quartier de la Comuna 13, donc vous voyez les photos ici, et également un autre quartier un peu moins connu qui s'appelle Moravia, qui est aussi très chouette à visiter pour les mêmes raisons. Et c'est des quartiers en fait qui étaient un peu au cœur de la tourmente il y a 15-20 ans et qui aujourd'hui se sont totalement transformés au point de devenir des quartiers très agréables à visiter, très sûrs aussi. Medellín est globalement une ville extrêmement sûre aujourd'hui, on y vit d'ailleurs et tout se passe à merveille. Et c'est du coup une histoire qui est magnifique parce que qui est à la fois très récente, 15-20 ans, c'est rien, la plupart des gens aujourd'hui qu'on rencontre à Medellín ont connu cette réalité, et à la fois aujourd'hui c'est insoupçonnable parce qu'on visite Medellín très facilement et on a l'occasion de visiter ces quartiers avec des guides locaux qui habitent dans ces quartiers, qui ont connu cette réalité dans leur propre vie, dans leur famille, dans leurs proches, et de comprendre, d'appréhender cette histoire. C'est quelque chose de très poignant, en fait, de rencontrer des gens qui ont pu vivre ça et qui expliquent comment ils s'en sont sortis. D'ailleurs, l'une des manières d'outrepasser cette réalité a été à travers les mouvements artistiques, du street art, de la musique, de la danse, qui sont des choses auxquelles on est au contact direct quand on visite ces quartiers parce que c'est vraiment omniprésent. Et c'est super intéressant d'un point de vue artistique, mais aussi humain, évidemment, de tout simplement être au contact de cette réalité, de cette transformation qui finalement est une très belle histoire. Et puis ça fait plaisir, des belles histoires de temps en temps quand les choses se passent bien plutôt que mal. Voilà, on vous emmène maintenant dans un endroit très différent. Alors juste pour vous situer un peu la Comuna 13 dans Medellín, donc c'est l'une des régions, l'un des quartiers qui est vraiment à flanc de montagne, donc s'il ne gâche rien, vous avez une très jolie vue sur la vallée de Medellín et les montagnes alentours quand vous êtes dans le quartier. Voilà, et on vous emmène maintenant aux alentours de Bogota cette fois-ci. Exactement, donc là je vous emmène dans le Páramo de Chingaza, donc accessible depuis Bogota. Donc Bogota est la ville principale par laquelle les voyageurs arrivent par les vols internationaux. En général, ils passent une journée et demie à Bogota pour voir les principaux lieux d'intérêt. Et pour ceux qui veulent y passer un peu plus de temps et notamment sortir un peu de la capitale et du chaos un peu de la capitale, voilà, avec beaucoup de monde, beaucoup de bruit, ils peuvent aller au Páramo de Chingaza. Donc le Páramo est un écosystème très particulier qui n'existe à une altitude qu'au-dessus de 3000 mètres. Et comme vous pouvez le voir sur des photos, sur la photo, pardon, ce sont vraiment des paysages uniques. On a l'impression d'être un peu sur une autre planète le temps d'une journée. Donc, on accède au Páramo de Chingaza en 2 heures, 2 heures et demie de route. Donc, ça fait en tout plus ou moins 4 heures dans la journée. Et la marche est de 3 à 4 heures selon le rythme des personnes. Il faut savoir que c'est un climat relativement froid, donc il faut être un peu préparé pour affronter le froid. Mais vous arrivez dans un paysage comme ça, donc il faut savoir que les páramos, le paysage, l'écosystème du páramo existe que dans quelques pays du monde, et la Colombie héberge 50% des páramos du monde. Donc c'est vraiment un paysage, alors pas tout à fait unique, mais quasiment à la Colombie. Vous aurez l'occasion pendant cette journée notamment d'observer les fameux condors des Andes et les ours à lunettes, donc 2 animaux et rapaces typiques de cette région. Donc voilà, c'est une journée top pour les amateurs de marche, sortir un peu des sentiers battus et voir des paysages que vous verrez nulle part ailleurs. Voilà. Alors, pour situer un petit peu donc, le parc national de Chingaza, vous voyez que c'est vraiment pas très loin de Bogota, donc il y a quand même un peu de route tout simplement parce qu'on est dans une région très montagneuse, mais ça reste effectivement à proximité, donc parfait pour une journée de plus à la capitale. Pour terminer, je vais vous emmener dans mon lieu préféré du pays, toujours très naturel, le plus naturel d'ailleurs qui existe, l'île Gorgona.
l'île de la Gorgone. Alors, c'est une île tropicale au large des côtes dans l'océan Pacifique. C'est l'une des seules îles, d'ailleurs, au large de la Colombie, de ce côté-là. C'est une île qui est intégralement naturelle, c'est-à-dire qu'il y a très, très peu de construction humaine. Elle est couverte à 85% de forêt tropicale, entourée autour de l'île de récifs coralliens. C'est l'un des lieux de Colombie et d'ailleurs du monde avec la faune et la flore la plus incroyable, la plus délirante qu'on puisse trouver, une bonne partie étant d'ailleurs des espèces endémiques. C'est une île qui est incroyablement préservée, tout simplement parce que déjà la côte pacifique en elle-même de Colombie est très peu peuplée, donc il y a très peu de monde, c'est difficile d'accès, ce qui veut dire aussi pas beaucoup de tourisme, ce qui veut dire que c'est une région totalement préservée en termes de nature, et l'île Gorgona encore plus, parce qu'elle est encore un peu plus loin et difficile d'accès. C'est le lieu idéal pour tout ce qui est pour les amateurs de nature, évidemment, et d'observation des animaux. Les amateurs de plongée tombent amoureux de cette île. C'est sans doute le meilleur spot de plongée de toute la Colombie, si ce n'est ailleurs sur le continent. Parce que vous avez tout simplement cette faune marine notamment qui est totalement tranquille, protégée. L'île en elle-même est un parc naturel et qui du coup a très peu de visiteurs et se sent totalement chez elle. Le fait qu'il y ait peu de touristes, évidemment, c'est quelque chose qui séduit beaucoup de monde. C'est un peu difficile d'accès, mais après, ça s'organise et puis on est là pour ça. Mais ça veut dire qu'une fois sur place, vous êtes vraiment tout seul. Vous avez cette sensation de solitude qui est absolument géniale et qu'on a du mal à trouver quelquefois sur d'autres îles du Pacifique ou des Caraïbes qui sont aussi très belles, mais qui sont beaucoup plus connues et beaucoup plus fréquentées. Alors que là, vous êtes totalement tranquille. C'est une île qui est géniale pour l'observation des baleines à bosse. Il y a énormément de baleines à bosse qui font leur migration par là, entre juin et octobre. Et ensuite, de octobre à décembre, vous pouvez voir donc, les tortues marines qui fréquentent l'île. Donc voilà, c'est vraiment quasiment toute l'année, vous avez donc ces possibilités d'observation. Comme je vous disais, les animaux se sentent très bien, donc on peut les observer, les approcher très facilement. Fun fact, c'est aussi une île qui, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, jusqu'au XXe siècle, abritait un pénitencier assez rude, comme plusieurs îles perdues au milieu des océans. Donc, il y avait une prison sur cette île qui aujourd'hui est abandonnée. On peut en visiter les ruines qui sont aujourd'hui totalement mangées par la végétation. Donc, ça donne quelque chose d'encore un peu différent, une ambiance un peu spéciale, mais c'est une visite assez intéressante qui est assez d'un autre monde. Généralement, on y reste entre 3 et 5 jours sur cette île, un peu plus si c'est possible. On doit prendre un vol donc, depuis Cali, la ville de Cali, jusqu'à Guapi, qui est un tout petit village sur la côte, et ensuite un bateau de 1h30. Donc, c'est une petite aventure, mais c'est quelque chose de vraiment très sympa. Et voilà pour l'île de Gorgona. L'île de Gorgona, pour vous la situer, voilà, elle est là, elle est vraiment toute petite, comme vous voyez, perdue au large de la côte pacifique. Voilà, donc ça c'était pour toutes nos expériences différentes, nos régions. On voulait juste profiter de ça pour faire un petit point concernant donc, les restrictions Covid, parce qu'évidemment c'est un sujet qui intéressera tout le monde. Donc, nous t'écoutons. Donc comme Marius vous l'a expliqué au début, la Colombie, ça fait quasiment 1 an qu'elle est ouverte et qu'elle n'a pas refermer ses frontières. Donc maintenant, les seules restrictions en arrivant sur place sont le port du masque qui est obligatoire, même si, très honnêtement, dans la rue, par exemple, on voit de moins en moins de monde qui le porte, mais officiellement, c'est obligatoire. Le carnet de vaccination, donc pour rentrer avec 2 doses minimum, on n'a pas besoin de test PCR. Avec une dose, vous devez avoir un test PCR ou antigénique pour rentrer et remplir le formulaire CheckMig. Donc, c'est un formulaire de la migration colombienne à remplir entre 24 heures et 4 heures avant votre vol et avant de rentrer en Europe également. Voilà, donc la Colombie est vraiment ouverte, aucun souci pour venir y voyager. Voilà, alors merci beaucoup pour votre attention.
et pour votre écoute. Donc maintenant, si vous avez des questions sur les régions qu'on a visitées, les expériences ou la Colombie en général ou même quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas, c'est le moment. Vous pouvez mettre vos questions dans le chat en bas si vous ne voulez pas prendre la parole. Et si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas juste à ouvrir votre micro et nous laisser entendre le doux son de votre voix. Une petite question. Non, pas de question. C'était si clair, si limpide, quoi. C'était extrêmement limpide. Une question qu'on nous pose quelquefois. Ça, c'est bon, ça. Du coup, Marius, il fait carrément les questions et les réponses, quoi, je me pose moi-même des questions, beaucoup dans la vie en général, mais aussi dans ce webinaire. C'est sur les saisons en Colombie. Évidemment, les saisons sont totalement différentes de ce qu'on connaît en Europe ou en Amérique du Nord. Du coup, pour les saisons en Colombie, Emeline, veux-tu nous en parler un petit peu? Oui, très cher Marius. Alors, il n'y a pas de saison parfaite pour venir en Colombie. Comme on l'a évoqué déjà plusieurs fois, la Colombie est un très grand pays avec plein de régions différentes et de climats différents. Ce qui veut dire que vous pouvez avoir une saison des pluies dans la région du café, mais avoir une saison sèche dans les Caraïbes ou une saison sèche à Medellín. Et la seule région, on va dire, où il peut y avoir de la pluie vraiment toute l'année, c'est dans le Pacifique, qui est la région la plus humide du pays. Mais encore là, vous n'allez pas forcément avoir 10 jours de pluie d'affilée, mais il peut y avoir un peu plus de pluie que dans d'autres régions. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Bogota, il fait relativement froid. Quand le soleil veut bien sortir, il fait bon, mais voilà, c'est la région, disons, la plus froide du pays. Dans le reste du pays, le climat est plutôt tempéré. Et comme je viens de vous le dire, vous pouvez avoir 1 heure de pluie le matin et un très beau soleil l'après-midi, ou avoir une très belle journée qui est de la pluie le soir. Donc, c'est vraiment imprévisible et indépendant de chaque partie du pays. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on est un peu en hauteur, donc à Bogota, qui est en altitude, il fait un peu plus frais. Quand on dit froid, attention, ça descend jamais en dessous de 0, hein, c'est 10 degrés minimum. Dans le reste du pays, Medellín, région du café, la région des Andes par exemple, il fait relativement frais parce qu'on reste à une altitude moyenne, donc c'est 20-25 degrés toute l'année. Et tout ce qui est côte Caraïbes, côte Pacifique, Amazonie, Llanos, tout ça, c'est 30 degrés minimum, jour et nuit, toute l'année. Donc, en fait, ce qui est bien avec la Colombie, c'est qu'il n'y a pas de vraie saisonnalité, ça se visite sans aucun souci toute l'année. Les saisons des pluies, on a quelquefois l'impression que c'est une mauvaise idée de voyager à ces moments-là, mais en fait, comme disait Emeline, ce n'est pas une pluie constante, c'est vraiment une grosse averse à un moment de la journée, et le reste de la journée, ça va. Mais surtout, dans les régions notamment très naturelles, c'est là que la nature est la plus belle, la plus exubérante, et du coup, c'est au contraire une très très bonne saison pour voyager, parce que vous allez avoir les paysages et la nature vraiment au maximum de sa capacité. Donc c'est plutôt ça. Les seules saisonnalités intéressantes, ça va être plutôt pour la saison des baleines sur la côte pacifique. Donc pour le rappeler, c'est entre juin et octobre que vous avez la migration des baleines à bosse sur la côte pacifique, et Caño Cristales, donc la rivière aux 5 couleurs, très pratiquement s'est mis sur la même saisonnalité. Donc, ça n'a aucun rapport avec les baleines, mais en l'occurrence, c'est également de juin à octobre-novembre. Donc, voilà, c'est un peu les deux. Si vous avez des clients passionnés par ce point-là ou cet autre-là, sachez que c'est de juin à octobre-novembre. Pour le reste du pays, vraiment, allez-y sans aucun souci toute l'année. Donc, Sayed qui demande quelle est la meilleure période pour visiter le sud, si je résume. Ouais, alors le sud, il n'y a pas des baleines. Il y a des baleines dans le sud? Il n'y a pas de baleines dans le sud? Alors, le sud, si on parle du sud, vraiment. Pour toute l'année, Sayed. C'est ça, toute l'année, on peut y aller. Le sud, donc, qui n'est pas au bord du Pacifique, mais plutôt la région au sud de la région du café, c'est-à-dire San Agustín, Popayán, qui est une région très verte aussi, montagneuse, et qui est très chouette parce que vous avez des vestiges archéologiques très beaux et aussi très mystérieux, parce qu'on ne sait pas grand-chose sur la culture qui les a construites, et il y en a absolument partout dans cette région. Elle se visite toute l'année. Il y a un peu plus de pluie entre avril et juin, et à nouveau entre octobre et novembre. Comme je vous disais, ce n'est pas des pluies constantes, c'est un peu plus de pluie. De même que dans les saisons entre guillemets sèches, c'est-à-dire de décembre à mars et de juillet à septembre, vous pouvez toujours avoir une averse. Ça, c'est vrai partout en Colombie à tout moment. Vous pouvez avoir une averse diluvienne à tout moment du jour ou de la nuit. Mais il y en aura moins
souvent. Donc voilà, si vous voulez un grand soleil, ce sera plutôt par exemple de décembre à mars ou de juillet à septembre, ce sera assez idéal. C'est valable aussi pour Medellín par exemple, pour la région du café. Si vous voulez une nature beaucoup plus verte et aussi un peu moins de monde sur le terrain, ce qui est toujours bon à prendre, ce sera assez idéal, donc de avril à mai ou de octobre à novembre. Merci beaucoup. Moi, j'ai une Voilà. question pour Emeline. Est-ce que Marius danse bien la salsa qu'il est là depuis 1 an et demi? C'est vrai que ça fait 1 an et demi qu'il me dit qu'il va prendre des cours et que j'attends toujours. Donc, je vous demande pas de faire une démo de salsa en live, ce serait pas terrible. À l'inverse, Emeline, qui est en Colombie depuis 2-3 ans déjà, danse incroyablement bien la salsa, danse 2-3 fois par semaine dans des bars spécialisés de salsa de Medellín, et chaque fois qu'elle voyage à Carthagène ou dans d'autres villes du pays, en profite. C'est une sommité de la salsa, donc voilà, comme quoi même les Européens. Donc si vous envoyez des voyageurs voir Terra Colombia, ils auront le droit de danser ou avec Emeline ou avec Marius au choix. Voilà. Je conseille plutôt Emeline. C'est la plus belle expérience. C'est la plus belle expérience qui veut les vendre. En fait, ils n'arrivaient pas à la vendre depuis tout à l'heure, mais voilà, elle est vendue. Ça, c'est fait. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Emeline et Marius? Non, pas d'autres questions. De toute façon, ils sont à votre disposition. C'est ça. Spécialistes du sur-mesure, et vous les appelez, n'hésitez pas. Notamment si vous voulez une petite formation refresh sur la Colombie, donc moins des points très spécifiques comme on a fait aujourd'hui, mais quelque chose de plus, une présentation générique pour se rappeler un peu comment s'organise la Colombie, quelles sont les régions les plus classiques. Voilà, aucun souci, évidemment, ça nous fera plaisir d'organiser un petit appel, une petite formation express. Donc évidemment, n'hésitez pas. Et puis si vous avez des questions plus spécifiques sur tel point ou tel autre, pareil, n'hésitez pas du tout. Voilà. Et si vous avez des demandes, n'hésitez plus. Envoyez-les. Pareil. Pour information, voilà, c'est vrai que là, la saison a bien repris en Colombie. On accueille des voyageurs. On en a accueilli quelques-uns ponctuellement durant la pandémie. Mais là, depuis le mois de juillet dernier, on a recommencé à accueillir des voyageurs de manière beaucoup plus constante. Il y en a de plus en plus qui reviennent et ça se passe à merveille. La Colombie est totalement ouverte, les voyages se passent bien, les prestataires sur le terrain sont vraiment au rendez-vous, sont ravis que le tourisme se réactive, donc ils sont vraiment aux petits soins pour les voyageurs. Du coup, voilà, ça fait vraiment plaisir de voir cette reprise qui se concrétise. J'imagine que pour vous aussi, donc n'hésitez pas si les voyageurs sont intéressés par la Colombie, par quelle que soit l'expérience qu'on a proposée ou d'autres, on sera ravis de les accueillir ici. Très bien. J'admets Raphaël de la Perle Noire qui arrive sur la fin, malheureusement, Raphaël. Et j'enverrai le replay de toute façon si vous voulez le diffuser à vos équipes ou à des collègues. Je vous enverrai le replay dans l'après-midi et je vous mettrai le contact d'Emeline et Marius. Comme ça, si vous avez envie de leur écrire directement, vous pourrez le faire. Voilà. Bah, écoutez, si pas d'autres questions, je laisse une dernière chance pour la question ultime. Non, toujours pas. Personne. Tant pis pour vous. Et ben voilà. En tout cas, merci beaucoup pour cette belle présentation. Merci pour votre sourire et cette belle énergie, ça fait du bien. Et puis, j'espère à très bientôt. Et pour ceux qui suivent nos webinaires de folie en ce moment, la semaine prochaine, on en a encore 2 autres, dont je ne sais plus les thèmes, mais si vous allez sur le site, vous les verrez et vous recevrez la newsletter avec toutes les infos. Voilà. Merci à tous. Merci Emeline, merci Marius. Merci, au revoir, à très bientôt.